Bien, bonjour à tous. Donc, je vous propose que nous poursuivions ensemble cette formation. Je m'appelle Yves Roland, je suis l'un des professeurs du Gérontopôle. Et l'objectif des 20 minutes à venir est de comprendre la démarche et de détailler certains outils de l'évaluation gérontologique, les outils qui sont les plus utilisés, en l'occurrence dans le domaine de la gériatrie. Donc, nous aurons 3 volets à cette présentation. La première sera d'abord d'évoquer les différents domaines à évaluer. Vous verrez qu'il y a des domaines qui sont propres à la gériatrie et qui sont indispensables à explorer. On ne parlera pas de tous les domaines, mais on parlera des principaux qui me semblent être ceux qu'il ne faut pas oublier lorsque l'on évalue une personne âgée. Nous parlerons de la notion de validation d'outils. C'est important que dans le domaine de la gériatrie, nous ayons le même discours et nous ayons des outils communs avec des seuils et une compréhension réciproque lorsque l'on réalise une évaluation, de sorte à ce que les acteurs du soin chez la personne âgée aient un discours commun. Et ensuite, on passera en revue un certain nombre des outils de l'évaluation gérontologique. Alors, il y a des centaines d'outils d'évaluation gérontologique. Nous parlerons des principaux outils de l'évaluation gérontologique. Vous en connaissez certainement certains, peut-être un peu moins d'autres qui sont moins pratiqués, mais qui me semblent bien couvrir les différents domaines qu'on aura listés précédemment. Alors commençons avec les différents domaines à évaluer. Donc le but de l'évaluation gérontologique, le professeur Nour Hachemi vous l'a évoqué, est d'essayer d'avoir une façon d'appréhender de façon très globale la personne âgée. Donc c'est quelque chose qui vient se surajouter avec ce qui existe dans la médecine classique, c'est-à-dire l'examen clinique et éventuellement des examens complémentaires. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui t'apparaît, c'est quelque chose qui vient en plus et qui vient compléter ce que nous faisons habituellement lorsque l'on appréhende une personne âgée, c'est-à-dire l'examiner, lui poser des questions et également pratiquer certains examens complémentaires. Mais si l'on se cantonne à ces deux dimensions, l'examen clinique et les examens complémentaires, on passe le plus souvent à côté de domaines qui sont cardinaux dans la prise en charge d'une personne âgée, qui sont indispensables à appréhender. Donc à nouveau, la gérontologie, c'est une approche globale. Ça passe par un examen clinique, éventuellement des examens complémentaires et une évaluation gérontologique standardisée qui va appréhender un certain nombre de domaines. Et ces domaines sont multiples. Ces domaines sont multiples et il faut être d'une certaine façon proactif. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une personne âgée, il ne faut certainement pas se cantonner aux symptômes et aux plaintes, mais il faut être proactif. Je veux dire par là, essayer d'appréhender un certain nombre de domaines de façon systématique. Donc ce côté systématique est assez important parce que l'on sait, d'après les données de la recherche, que lorsque l'on recherche de façon systématique un certain nombre de difficultés, de limitations, de problèmes, eh bien on va trouver et poser des diagnostics qui n'auraient pas été réalisés si on s'était simplement cantonné à la plainte du patient, à l'examen clinique, à certains examens complémentaires. Donc on va au-delà et on va être proactif en explorant un certain nombre de domaines. Ces domaines, ils sont multiples. Alors, un des domaines qui est indispensable à appréhender lorsque l'on évalue une personne âgée, c'est d'abord la dimension cognitive. Les troubles cognitifs sont très présents chez les personnes âgées. Vous connaissez la prévalence de la maladie d'Alzheimer dans les âges avancés de la vie. Il faut repérer ces troubles cognitifs précocement. C'est un domaine indispensable à appréhender. Le deuxième domaine qui me semble être important à appréhender, c'est celui de la douleur. Les personnes âgées ont souvent des comorbidités, l'arthrose est très prévalente, la douleur est souvent la porte d'entrée vers une sédentarité. Il faut savoir rechercher de façon systématique la douleur, qui est souvent considérée comme étant banale et normale chez une personne âgée, et qui pourtant relève d'une prise en charge particulière. Donc il faut la rechercher de façon systématique. Il faut rechercher des difficultés de mobilité, des difficultés d'équilibration, et essayer de savoir si cette personne est à haut risque de chute. Donc évaluer l'équilibre d'une personne âgée, c'est également une dimension tout à fait importante. On a un certain nombre de tests, on va les voir tout à l'heure, ils sont multiples, j'en évoquerai quelques-uns, mais pouvoir déterminer et pouvoir prédire la chute grâce à des tests d'évaluation explorant les dimensions d'équilibration est quelque chose d'également fondamental. Bien entendu, il faut évaluer les capacités fonctionnelles. L'autonomie d'une personne âgée, là encore, ça conditionne le plan de soins que l'on va mettre en place. Il faut savoir quelles sont les capacités pour les activités de base, mais également pour les activités instrumentales de la vie quotidienne. Donc, il y a des échelles qui sont bien reconnues, qui sont très régulièrement utilisées par les soignants. Il faut savoir les utiliser malgré tout, savoir également ce que l'on peut en tirer comme information et comment adapter son projet de soins en fonction de l'évaluation des capacités fonctionnelles. L'état nutritionnel. L'état nutritionnel est quelque chose qui est souvent délaissé et qui est pourtant
fondamentale dans la prise en charge d'une personne âgée. Il faut savoir quel est son statut nutritionnel. Il est difficile de déterminer quel est le meilleur soin pour une personne âgée sans connaître son statut nutritionnel. Là aussi, on dispose d'un certain nombre d'outils standardisés qui permettent de déterminer si une personne âgée a un statut nutritionnel satisfaisant ou pas. Le moral, que j'ai noté comme étant la TIMI, le moral d'une personne âgée est également à appréhender. C'est une autre dimension qui relève d'échelles, qui sont là aussi multiples, mais qui sont assez standardisées, qui sont parfois un petit peu longues pour certaines, plus courtes pour d'autres, mais qui permettent de se poser la question du moral d'une personne âgée. C'est souvent là aussi l'amorce vers le déclin fonctionnel, et malheureusement ces personnes âgées ont souvent des problèmes de morale, à un moment ou à un autre, il va y avoir des problèmes de santé, des problèmes dans la famille, des problèmes chez des proches, et tous ces événements vont impacter leur morale, et une personne âgée qui n'a pas le moral, c'est une personne âgée qui risque de basculer vers la dépendance. Donc il faut rechercher précocement ces problèmes de dépression, parce que ça relève d'un traitement, bien entendu, et que c'est souvent l'amorce d'événements péjoratifs. Alors tous ces outils, tous ces domaines que j'ai listés relèvent d'outils, donc des outils assez simples. Ce que j'appelle des outils, ce sont souvent des échelles assez simples, des questionnaires, qu'il ne faut pas banaliser au sens où ils ont demandé des travaux de recherche approfondis, qui ont été validés sur des dizaines d'années, qui ont impliqué l'inclusion de centaines de personnes pour dire que cet outil est un outil qui est tout aussi fiable qu'un examen complémentaire, comme un scanner, comme une imagerie, comme un bilan biologique. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer la valeur de ces questionnaires, qui semblent assez simples dans leur utilisation, mais qui pourtant recèlent des informations tout à fait importantes. Donc ce sont des outils qui sont validés. On ne peut pas prendre n'importe quel outil parce que si l'on prenait tous des outils différents, on aurait du mal à avoir un discours commun. Et lorsque l'on évalue les fonctions cognitives, le moral ou l'état nutritionnel, eh bien, il faut que les soignants puissent avoir les mêmes référentiels, avoir les mêmes outils pour que le discours soit commun. Et lorsqu'un médecin ou lorsqu'une infirmière me dit « ce patient a un MMS à temps, il a un MNA à temps », je vois le patient, ce qui est nettement différent de ce que l'on constate malheureusement encore assez souvent, des impressions subjectives qui n'ont pas de cotation et qui souvent pêchent par leur pertinence. Donc il faut vraiment utiliser des outils qui soient validés, ce sont des outils qui sont très pertinents, et avoir un langage commun de sorte à ce qu'on puisse renouveler pour suivre les patients également, pour avoir une idée de l'évolution des difficultés, et également avoir un discours commun lorsque l'on discute d'un patient. Alors les différents outils sont bien sûr en regard des différents domaines à évaluer, ceux que l'on a listés derrière cette marguerite de couleurs. Et très sincèrement, des outils, il y en existe des centaines. Certains sont plus ou moins validés, et puis il y a, on va dire, un socle dur d'outils que tout le monde utilise, que tout le monde connaît. Mais dans chaque domaine, il faut savoir qu'il y a des outils un peu plus spécifiques qui permettent de rentrer plus dans le détail des choses. Je ne vais bien entendu pas tous les lister, je vais simplement prendre ce qui me semble être le socle dur des outils de la gériatrie tels qu'il faut les utiliser et qu'il faut connaître lorsque l'on prend en charge une personne âgée. Alors commençons par les outils les plus simples, aussi les plus anciens, les capacités fonctionnelles avec des échelles comme l'ADL. Alors ce sont souvent des anagrammes anglo-saxon. ADL, c'est Activity Daily Living, activités de base de la vie quotidienne, mais également les activités instrumentales. On va revenir un petit peu plus tard sur le détail de cette échelle. Pour les troubles cognitifs, on ne peut pas faire l'impasse sur le MMS. Le MMS, c'est le Mini Mental State, donc l'échelle évaluant les performances cognitives de façon assez globale, une échelle sur 30 points qui est très largement utilisée dès que l'on veut appréhender en première ligne les performances cognitives d'une personne âgée. Le MNA, alors à nouveau un anagramme américain, Mini Nutritional Assessment, évaluation à minima du statut nutritionnel d'une personne âgée. Là encore, une échelle qui est utilisée aux quatre coins du monde. Pour la TIMI, il en existe un certain nombre. J'ai choisi la GDS, Geriatric Depression Scale, l'échelle d'évaluation de la dépression d'une personne âgée. J'y reviendrai un petit peu plus tard, il y a des formes plus courtes que celles que je vous présente, mais ça me semblait bien de vous montrer l'échelle originale de l'évaluation cognitive. La douleur, alors l'Algo+,
Je vous parlerai également d'une autre échelle, mais l'Algo Plus est un outil très simple d'utilisation, rapide et très pertinent. Pour l'équilibre, alors il existe plusieurs tests pour essayer de prédire le risque de chute, évaluer les capacités motrices, les capacités fonctionnelles globales d'une personne âgée. Il y a différents tests qui peuvent être utilisés. J'en ai listé 3. Le Time Up and Go Test, qui est un test où l'on chronomètre une personne âgée dans une tâche motrice. La station unipodale, qui est à mes yeux une épreuve on ne peut plus simple et très pertinente pour prédire le risque de chute. Et ensuite le SPPB, qui est souvent utilisé dans nos travaux de recherche, mais qui me semble être également tout à fait pertinent pour évaluer les capacités fonctionnelles globales d'une personne âgée, que je détaillerai un petit peu plus loin. Alors à nouveau, ces différents domaines peuvent être appréhendés par des échelles très simples, comme celle que je vous ai présentée précédemment, mais il y a d'autres domaines que l'on peut envisager. Voilà, l'exposé est trop court pour tous les appréhender, mais sachez que, et vous vous en doutez, la iatrogénie médicamenteuse est quelque chose d'aussi important, donc il faut savoir évaluer le risque iatrogène d'une ordonnance. Les capacités sensorielles, c'est également des dimensions très importantes, qui relèvent également d'échelles que vous connaissez, les échelles de Monnoyer, et que l'on peut appréhender assez simplement. La fragilité d'une personne âgée, il existe des outils également qui sont reconnus par la HAS. La peur de tomber, qui est également très fréquente lorsqu'on est face à des personnes qui ont des difficultés d'équilibration, qui ont déjà fait l'expérience d'une chute. Donc la peur de tomber s'évalue également par des échelles. L'activité physique, la sédentarité, c'est quelque chose d'absolument redoutable chez la personne âgée parce que ça les fait rentrer dans un processus de dépendance. Et puis la dimension sociale, qu'il faut bien le dire, relève pas d'une échelle à proprement parler, mais qui est une dimension fondamentale chez la personne âgée qu'il faut également appréhender. Alors le plus souvent par l'interrogatoire du patient, de sa famille, de son entourage, pour bien appréhender toutes ces dimensions sociales qui sont bien entendu majeures. Donc ça, ce ne sont pas des outils standardisés qui permettent d'évaluer la dimension sociale, mais il faut que je l'évoque bien entendu, car c'est une dimension très très importante. Alors, puisque c'est l'objet de cette présentation, revenons un petit peu sur les principaux outils, c'est le troisième volet de ma présentation, et on va reprendre les uns après les autres, ces différents outils que je vais détailler plus ou moins en fonction de leur complexité. Alors commençons par l'évaluation des performances fonctionnelles, avec l'ADL et l'IADL, donc à nouveau c'est l'évaluation des performances, des capacités fonctionnelles de base d'une personne âgée ou les capacités instrumentales de la vie quotidienne. Alors détaillons un petit peu cela, commençons par les activités de base de la vie quotidienne. Les activités de base, c'est l'hygiène corporelle, c'est l'habillage, c'est aller aux toilettes, c'est la locomotion, c'est la continence et c'est le repas. Et donc ça c'est quelque chose que les équipes soignantes doivent savoir coter, le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, de sorte à ce que l'on puisse avoir une idée des capacités d'une personne âgée à réaliser les activités les plus simples du quotidien, celles qui vont conditionner également sa qualité de vie et que l'on va pouvoir suivre dans le temps. Il est important de savoir ce qu'une personne était capable de faire il y a 3 mois, la semaine dernière, aujourd'hui, lorsqu'elle arrive entre mes mains, et également la suivre dans le temps pour voir dans quelle mesure on gagne, on perd parfois, et comment ajuster le projet de soins. Donc ça, c'est une échelle très très simple qui a une cotation de 0 à 6 avec, pour chacun des items, une cotation qui est de 1, 0,5 ou 0. On fait la somme, c'est quelque chose de très simple. Les activités instrumentales de la vie quotidienne sont également intéressantes à appréhender, notamment chez les personnes qui vivent à domicile. Elles sont moins appropriées, comme vous vous en doutez, chez les personnes qui sont déjà en institution, qui sont en maison de retraite. Il est important de les appréhender parce qu'elles permettent de voir l'entrée souvent dans la dépendance, car le plus souvent, les personnes âgées rentrent dans la dépendance par des difficultés dans les activités instrumentales de la vie quotidienne. Ces activités instrumentales de la vie quotidienne, on en liste habituellement 8. C'est être capable d'utiliser le téléphone, faire les courses, préparer son repas, l'entretien ménager, la blanchisserie, utiliser les moyens de transport, prendre son traitement, manipuler l'argent. Et vous comprenez bien que lorsque l'on évalue une personne âgée qui vit à domicile, savoir si elle est capable ou pas de réaliser ces 8 tâches conditionne les aides que l'on va pouvoir mettre en place pour que ce maintien à domicile se pérennise. Donc voici à quoi cela ressemble. Donc je ne vais pas reprendre tous les items, ce sont des items qui se détaillent avec une cotation qui est de 1 ou de 0, donc une cotation de 0 à 8. Et donc ceci sera bien entendu très utile pour donner les caractéristiques d'une personne âgée à un moment donné, mais également pour définir le projet de soins que l'on aura avec elle.
Passons aux fonctions cognitives. Donc le MMS et le test de l'horloge, que je vais détailler très rapidement. Le MMS, c'est une échelle sur 30 points, utilisée depuis les années 70, utilisée dans le monde entier, dans toutes les maisons de retraite, tous les centres de gériatrie du monde. Vous avez certainement entendu parler du MMS, que je vais reprendre très rapidement. C'est une échelle sur 30 points, c'est un questionnaire, hein, donc on est face au patient et on va lui poser un certain nombre de questions, lui faire un certain nombre d'épreuves qui sont plus ou moins complexes en fonction des difficultés cognitives de la personne âgée et qui vont lister les capacités d'orientation. Alors l'orientation, c'est dans le temps et dans l'espace, donc il y a une cotation sur 10 points. Il y a une épreuve d'apprentissage où on leur demande d'apprendre 3 mots. Alors ça peut être ces 3 mots d'un registre lexical différent, drapeau, ballon, arbre par exemple. On leur demande de répéter ces 3 mots, de les retenir, et entre-temps on va leur faire une épreuve de calcul qui permet d'évaluer également les capacités attentionnelles. Alors on leur demande de compter à rebours de 100, moins 7, etc. Donc 100, moins 7, moins 7, moins 7, avec une cotation là qui est sur 5 points. Et puis on leur demande de faire la restitution des 3 mots, ce qu'on appelle l'épreuve de rappel. Est-ce qu'ils sont capables de restituer drapeau, ballon, arbre, les 3 mots qu'on leur a donnés précédemment? Et là encore, il y a une cotation sur 3 points. Et puis il y a une épreuve de langage. Vous savez que dans les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, il y a des problèmes phasiques. Et donc on va leur demander de dénommer des objets, donc un crayon, on va leur demander de dénommer une montre, on va leur demander également de répéter une phrase, hein, pas de mais, ni de si, ni de et. Donc là, à chaque fois, il y a un point qui est donné lorsque l'épreuve est bien réalisée. On va leur demander de faire une épreuve triple. Prenez cette feuille dans la main droite, pliez-la en deux et jetez-la par terre. Un point pour chacun des 3 items. Et puis, il y a une épreuve également d'écriture, où on leur demande d'écrire une phrase de leur choix. Et puis une épreuve de lecture, on leur demande de lire, fermer les yeux, et ils doivent, s'ils comprennent la lecture de cette phrase, ils doivent fermer les yeux. Donc on leur dit, faites ce qui est écrit sur la page. Donc ça leur donne bien entendu un point à chacun des items, et puis cela se termine par une épreuve évaluant les capacités praxiques, où on leur demande de reproduire 2 pentagones qui sont intercroisés, et là encore, lorsque la figure est bien reproduite, c'est un point. Donc il y a un score sur 30 points qui permet d'avoir une idée du statut cognitif d'une personne âgée. L'épreuve de l'horloge est une épreuve assez simple, qui permet d'évaluer un certain nombre de dimensions, les praxies, la stratégie, et elle se passe de façon très très simple, puisque l'on dessine un cercle et on dit, voilà, imaginons que ce soit le cadran d'une horloge, j'aimerais que vous me placiez les heures sur ce cadran d'horloge. Donc ce qui est attendu, c'est que la personne âgée écrive les heures de façon bien positionnée, bien entendu, et ensuite on leur demande de placer les aiguilles de sorte à ce qu'elles indiquent 10h10 comme sur cette figure. Alors lorsque l'épreuve est bien réalisée, il n'y a pas d'inquiétude particulière, et parfois on est surpris de voir chez les personnes âgées des troubles praxiques qui se révèlent par l'épreuve de l'horloge, qui est très simple et qui permet de toute évidence de se dire qu'il y a quelque chose à rechercher vis-à-vis de ces fonctions cognitives. Passons à l'évaluation du statut nutritionnel. Alors le statut nutritionnel, là encore, il y a différentes façons. C'est important de peser les patients, c'est important de regarder quelles sont leurs prises alimentaires, savoir s'ils ont perdu du poids. Ce sont des items très simples à appréhender, mais une façon très très fiable, reproductible, pertinente de statuer sur le statut nutritionnel d'une personne âgée, c'est de faire un MNA. Alors le MNA, c'est à nouveau un questionnaire qui, un peu à l'image du MMS, se cote sur 30 points, avec toutefois une partie initiale qui est un dépistage. Alors ce dépistage, il invite, lorsqu'il est anormal, à faire l'ensemble du questionnaire. Ce dépistage, ce sont les 6 items qui sont listés sur cette diapositive, où l'on demande à la personne si elle a une perte de l'appétit. On regarde s'il y a eu une perte de poids au cours des 3 derniers mois. On leur demande s'il y a des difficultés motrices. On s'inquiète sur l'existence d'une maladie aiguë, s'il y a eu un stress psychologique. Et puis on calcule l'IMC. L'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. Et en fonction du score, on arrive à savoir si le patient a un statut nutritionnel qui est normal, lorsque le score est de 12 à 14. Et puis s'il est inférieur, 11 ou moins, eh bien il faut aller plus loin dans le questionnaire et remplir l'ensemble du questionnaire.
Alors je ne vais pas lister tous les items en détail, mais cela passe par l'indépendance à domicile, est-ce qu'il y a de nombreux médicaments, est-ce qu'il y a des plaies, est-ce que les patients mangent correctement, alors 1, 2, 3 repas, qu'est-ce qu'ils mangent, on leur demande également s'ils prennent des fruits, des légumes, la quantité de liquide qu'ils prennent, la manière de se nourrir, est-ce qu'ils se considèrent bien nourris, donc il y a une question qui est subjective. On leur demande quelle est leur appréhension, leur façon d'appréhender leur état de santé de façon globale. On mesure la circonférence brachiale et la circonférence du mollet. Et donc à l'issue, on a un score sur 30 points qui, en fonction de ce résultat, permet de dire si une personne âgée a un statut nutritionnel qui est normal, les patients qui ont un MNA entre 24 et 30, si ce sont des personnes qui sont dénutries, moins de 17, et puis dans le score intermédiaire, on est une personne à risque de dénutrition. Donc ça, c'est un score qui est vraiment très très pertinent pour prédire de nombreux événements péjoratifs. Les personnes qui ont un MNA inférieur à 17 ont un risque de mortalité qui est multiplié par 6, vont avoir des événements péjoratifs, des chutes, des entrées en institution plus fréquentes. Donc avec ce score, on arrive à prédire un certain nombre d'événements péjoratifs que l'on peut améliorer si on améliore le statut nutritionnel. Et en l'occurrence, le MNA a l'intérêt de pouvoir, à travers ces questions, envisager un certain nombre d'interventions. Non seulement on arrive à savoir quel est le statut nutritionnel de la personne âgée, mais on arrive déjà à travers les questions qui sont listées à appréhender les différentes interventions que l'on peut mettre en place. Il n'y a qu'un repas par jour. Pourquoi ? Ce sont des personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Est-ce que l'on ne peut pas diminuer les médicaments ? Et on sait qu'à travers ces différentes questions, on arrive déjà à envisager un certain nombre d'interventions. Donc c'est un outil qui permet de connaître le statut nutritionnel, mais également, grâce aux différentes questions, d'envisager des interventions qui sont pertinentes. Passons à la dépression. Alors à la dépression, il y a de nombreuses échelles, plus ou moins longues, plus ou moins pertinentes. La plupart sont validées chez la personne âgée, pas toujours chez le patient dément, ce qui pose un certain nombre de limitations à ces échelles, mais la plus classique, c'est la GDS, la Geriatric Depression Scale. C'est celle que l'on peut faire chez des personnes qui ont des performances cognitives assez bien préservées, donc il est important de faire un MMS au préalable, et des personnes qui souvent vivent à domicile. C'est un questionnaire qui est relativement long, à nouveau, une trentaine de questions que l'on pose au patient, et il répond par oui ou non, et ce questionnaire a un certain nombre de seuils qui permettent de dire si le statut thymique, le moral de la personne est considéré comme normal, s'il y a probablement une dépression qui est modérée ou si on est face à une personne qui a une dépression sévère. Alors bien entendu, l'échelle ne fait pas une consultation de psychiatrie, mais elle permet de repérer assez régulièrement des patients qui sont déprimés de façon modérée, parfois sévère, alors qu'on passe à côté. Et donc c'est à nouveau en étant proactif, en faisant ce type d'échelle, que l'on arrive à faire des diagnostics que l'on n'aurait pas fait en temps normal. Alors cette échelle, c'est la version, on va dire, longue de l'évaluation thymique. Elle comporte 30 questions, c'est un petit peu long en passation. Sachez qu'il existe des formes plus courtes. Celle de 11 points est à mes yeux un bon compromis. Il y a 11 questions. Elle se trouve également en ligne. On peut y avoir accès assez simplement. Il y a des formes plus courtes qui vont jusqu'à 4 questions. Donc tout dépend du temps que l'on peut donner à cette évaluation. Il me semble que l'échelle sur 11 points est un bon compromis dans l'évaluation des performances, dans l'évaluation du moral d'une personne âgée. Passons au risque de chute et aux difficultés motrices d'une personne âgée. Alors, un des tests les plus simples, et on va aller vers du plus compliqué par la suite, un des tests les plus simples, c'est la station unipodale. La station unipodale, c'est, on ne peut plus simple, c'est êtes-vous capable de rester en équilibre sur une jambe au moins 5 secondes. Donc la personne âgée garde les yeux ouverts, on lui demande de rester en équilibre sur une jambe. La jambe de son choix, peu importe. Voilà. Et on chronomètre 5 secondes. Si vous êtes face à une personne âgée qui n'arrive pas à tenir 5 secondes sur une jambe, en station unipodale, vous êtes face à quelqu'un qui très probablement va chuter et va se faire mal dans l'année à venir. Donc avec ce test qui dure 5 secondes, vous arrivez à prédire le sujet âgé qui va très probablement être hospitalisé à l'occasion d'une chute et qui probablement va avoir une fracture. Donc vous comprenez bien qu'à travers ce test, on va considérer à nouveau le traitement, le risque de chute
et également la stratégie de prise en charge globale. C'est un test qui est très intéressant dans la mesure où il est très rapide et donne beaucoup d'informations. Mais on peut appréhender les performances motrices de façon un peu plus détaillée. Alors on peut l'appréhender par ce qu'on appelle le Time Up and Go Test. Alors le Time Up and Go Test, c'est un test où l'on chronomètre, un aller-retour d'une personne âgée qui va se lever d'une chaise, qui va marcher sur une distance de 3 mètres et qui va revenir s'asseoir sur une chaise sans accoudoir. Alors lorsque l'on chronomètre une personne âgée dans cette tâche, on positionne la chaise face à un mur, elle se lève, elle va jusqu'au mur, elle revient, on lui demande de le faire de façon à son rythme, au rythme habituel, on ne demande pas de le faire le plus vite possible, et on la chronomètre. Et l'on sait qu'une personne âgée qui a un temps pour réaliser cette tâche motrice qui est supérieur à 30 secondes est quelqu'un qui a des difficultés de mobilité importantes, au point qu'il va y avoir probablement des chutes, des difficultés pour se mouvoir dans son quotidien, dans son logement, pour se déplacer et avoir un retentissement sur ses capacités fonctionnelles. Donc c'est une façon de suivre également les performances d'une personne âgée, d'une évaluation à une autre, et de voir si ses capacités motrices vont en s'améliorant ou au contraire vont baisser. Donc c'est sensible au changement. Allons vers quelque chose d'encore un peu plus compliqué, mais qui est à mes yeux encore plus pertinent. Si on en a la possibilité, il me semble tout à fait utile de faire ce qu'on appelle le Short Physical Performance Battery, le SPPB. Donc c'est la batterie courte d'évaluation des performances physiques. C'est quelque chose qui a été développé dans les années 95, donc il y a eu de très nombreux travaux qui ont montré la pertinence de cette épreuve de performance motrice qui se passe en 3 temps. Il va y avoir 3 épreuves motrices que l'on va faire réaliser à une personne âgée successivement. La première épreuve, c'est une épreuve de vitesse de marche. On va demander à une personne âgée qui est debout de marcher à une vitesse usuelle sur une distance de 4 mètres. On ne lui demande pas de marcher vite, on lui demande de marcher comme si elle était dans la rue, de façon habituelle, sur une distance de 4 mètres que l'on aura préalablement mesurée. Et on va la chronométrer. Et cette vitesse de marche donc, renvoie à un ABAC qui permet d'attribuer à la personne 0, 1, 2, 3 ou 4 points. Cette vitesse de marche, j'en reparlerai un petit peu après, elle est hautement prédictive du déclin fonctionnel. C'est également un bon test permettant d'évaluer la fragilité d'une personne âgée. La deuxième épreuve du SPPB, c'est l'épreuve de levée de chaise. Dans cette épreuve, on demande à la personne âgée de faire le mieux possible, le plus vite possible. Elle est assise sur une chaise sans accoudoir et on lui demande de se lever 5 fois de suite, 5 fois de façon répétée et de la façon la plus rapide possible. Donc c'est un test où on va évaluer la force, la puissance d'une personne âgée. Et on la chronomètre à nouveau. Et à nouveau, le temps enregistré sur le chronomètre pour faire cette épreuve motrice attribue 0, 1, 2, 3, 4 points. La dernière épreuve est l'épreuve d'équilibration, qui se passe en 3 temps. On demande à la personne âgée de tenir en équilibre les 2 pieds joints, puis, si elle y arrive, on lui demande une épreuve qui est un peu plus difficile, les pieds en position semi-tandem, c'est-à-dire le gros orteil en regard du talon du pied homologue, de l'autre jambe, et ensuite une position en tandem, donc un pied devant l'autre. Donc bien entendu, c'est d'autant plus difficile que l'on avance dans le test, et en fonction des performances et de la capacité à tenir l'équilibre sur ces 3 épreuves, on leur attribue 0, 1, 2, 3, 4 points. Donc le SPPB, c'est la somme de ces 3 épreuves, qui sont cotées sur 4 points chacune, donc un score de 4 x 3, 12 points. Et cette épreuve permet d'avoir une très belle graduation du risque d'événements péjoratifs. Le SPPB est prédictif des chutes, des fractures, il permet de suivre les patients dans le temps, de voir si une intervention que l'on met en place permet d'améliorer les performances motrices d'une personne âgée. C'est un test qui est très pertinent et très reproductible puisque l'on va coter de façon très objective les capacités motrices d'une personne âgée. Je reviens 2 secondes sur la vitesse de marche qui est probablement au sein de ce test de performance fonctionnelle l'épreuve la plus pertinente pour évaluer le risque d'événements péjoratifs. C'est pour ça que l'on parle souvent de la vitesse de marche dans le domaine de la fragilité, car cette vitesse de marche est hautement prédictive du risque d'événements péjoratifs et de déclin fonctionnel et du risque de dépendance. Je termine assez rapidement avec les échelles de la douleur,
qui sont maintenant déployées dans toutes les institutions, avec la plus simple qui est l'Algo Plus, qui se cote sur 5 points, où l'on va coter un point lorsqu'il y a des manifestations évocatrices de douleur au niveau du visage, dans le regard. Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce que le corps exprime de la douleur? Et ensuite, est-ce qu'il y a un comportement comme de l'agitation qui laisse penser que le patient a mal? Donc c'est une cotation de 0 à 5, 5 étant la situation où le patient a le plus mal. On dit également quelle est la personne qui est à côté, à quel moment, quel est le jour. Et donc ça, c'est un outil très rapide d'évaluation de la douleur et qui permet d'ajuster le traitement et de prendre en compte cette douleur dans la prise en charge d'une personne âgée. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres échelles de la douleur qui existent, l'Adolo Plus, où l'on va être beaucoup plus dans l'observation du comportement du patient avec le retentissement somatique, le retentissement psychomoteur, également le retentissement psychosocial, donc des dimensions un peu plus larges, une cotation qui est un petit peu plus longue, mais qui permet d'aller plus dans le détail et de mieux comprendre quelles sont les dimensions de la douleur. Je termine avec cette diapositive pour vous faire comprendre que l'évaluation gérontologique et ses différents outils permettent d'appréhender de façon globale une personne âgée. Il faut examiner les patients, il y a toutes les dimensions que l'on a listées, utiliser des outils qui soient validés, de sorte à ce qu'on ait un discours commun, que l'on puisse réévaluer les patients avec les mêmes outils, que l'on voit quelle est l'évolution du patient est également un des points forts de ces outils d'évaluation. Mais évaluer en soi ne sert à rien si ça ne débouche pas sur un projet de soins. L'évaluation en elle-même, je vous le rappelle, c'est une évidence, mais ne fait rien en soi si elle ne conduit pas à modifier le projet de soins du patient et à réfléchir sur ce que l'on peut faire, bien entendu. Donc ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais retenez que à l'issue de cette évaluation gérontologique, il y a une porte qui s'ouvre vers la prise en charge du patient, vers ce que l'on peut faire au mieux pour essayer de limiter le risque de déclin fonctionnel, pour essayer d'améliorer le statut nutritionnel, réduire le risque de chute. Et donc ces outils ne sont que l'ouverture d'une porte vers l'élaboration d'un PPS, d'un projet personnalisé de soins. Et il faut le garder bien entendu à l'esprit, l'évaluation en elle-même n'est que le moyen permettant de mettre en place et de toucher du doigt un certain nombre de dimensions qui sont particulièrement importantes pour essayer d'améliorer la prise en charge d'une personne âgée. Voilà, je vous remercie.